Le 19h de Public Sénat, bonsoir à tous. Voici les titres de ce 10 mai. Laurent Wauquiez, très isolé, plus isolé que jamais après sa charge contre ce qu'il a appelé le cancer de l'assistanat. Le ministre est sèchement corrigé par François Fillon. Fronde contre la réforme des soins psychiatriques sans consentement, contestation à l'intérieur et à l'extérieur du Sénat. 10 mai 1981, un anniversaire qui fait rêver le PS et danser la place de la Bastille, où nous nous rendrons tout à l'heure. Un concert est prévu ce soir, le 10 mai de Nicolas Sarkozy, qui commémore lui aujourd'hui la fin de l'esclavage. L'historien Benjamin Stora sera avec nous. Autres invités ce soir pour un débat, le sénateur Alain Fouché et le président de la prévention routière, Monsieur Potier. Quelle réponse apporter à l'augmentation du nombre de morts sur les routes en France? Mais d'abord, cette volonté générale d'apaisement dans la polémique sur les quotas dans le foot. La fédération et la ministre des Sports dédouanent Laurent Blanc, le sélectionneur étant en colère contre lui-même de s'être laissé déborder, selon la formule de Patrick Broisec, le membre de la commission d'enquête interne. Alexandra Collineau. Il n'y a rien, ni dans l'enquête de la Fédération, ni dans celle du ministère des Sports pour saisir la justice. Laurent Blanc, le sélectionneur de l'équipe de France, est donc dédouané. Patrick Brauzek, membre de la commission d'enquête des instances du football, a cependant reconnu des dysfonctionnements au sein même de la Fédération. On a pu s'apercevoir qu'il y avait une discussion, parfois malsaine, qui a été favorisée par des dysfonctionnements internes. Laurent Blanc lui-même a avoué pendant son audition s'être laissé déborder lors de cette fameuse réunion du 8 novembre 2010. Il s'exprimera aux 20h de TF1 vendredi où il devrait présenter à nouveau ses excuses. Mediapart, à l'origine des révélations, ne s'en sort pas non plus sans égratignure. La ministre des Sports a clairement attaqué le site. Comment est-ce possible qu'un site internet en quête d'argent et donc de scoop puisse ainsi par amalgame jeter en pâture des hommes et un idéal de cohésion? Quant à l'avenir des autres protagonistes, c'est maintenant au Conseil fédéral d'en décider. Le sort de François Blacquart, le directeur technique, devrait être connu jeudi. Cette affaire se conclut à quelques semaines des élections à la Fédération française de football. Le 18 juin, l'instance choisira son nouveau président. Fernand Duchossois, pourtant dans la tourmente, est candidat à sa propre succession. Annecy, capable d'organiser les JO de 2018, mais tout comme ses concurrentes Munich et Pyeongchang en Corée du Sud, le très prudent rapport de la commission du Comité olympique international pointe néanmoins un soutien populaire jugé plus faible pour la ville française candidate aux JO d'hiver. Laurent Wauquiez compte ses soutiens, une vingtaine de députés seulement favorables à ces heures de service social imposées aux titulaires du RSA. Mais le ministre est accablé par François Fillon qui l'accuse ni plus ni moins de jeter le discrédit sur une réforme réussie de la majorité. Nous avons deux défis à relever. Le premier, c'est d'orienter davantage de personnes vers un parcours d'insertion. Et le deuxième, c'est de lutter contre les fraudes qui exaspèrent à juste titre nos concitoyens. Je reconnais qu'il s'agit de questions difficiles, mais en même temps, renoncer sur ces deux questions, ce serait une faute. Le Premier ministre, lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, il avait été plus sévère envers Laurent Wauquiez devant les députés de l'UMP qu'il voyait ce matin. Laurent Wauquiez, en tous les cas, persiste en précisant sa pensée. Il fustige le cumul des minima sociaux et de certains droits comme l'exonération de paiement de cantine qui dissuade, selon lui, de reprendre un travail. Christine Lagarde, sous la menace d'une enquête pour abus d'autorité dans le dossier Tapie, Jean-Louis Nadal, le procureur général près la Cour de cassation, s'interroge en effet sur la légalité du règlement à l'amiable du litige autour d'Adidas, ayant abouti, on le sait, au versement de quelques 240 millions d'euros à Bernard Tapie. Les députés socialistes se réjouissent de l'avancée du dossier puisque c'est eux qui avaient voulu saisir la Cour de justice de la République. Un militaire français, le 57e, tué aujourd'hui en Afghanistan, appartenant au régiment du génie de Val-d'Aon dans le Doubs. Il est mort lors de l'explosion d'une mine artisanale dans une vallée de l'est du pays.
Un coup de filet en Ile-de-France, dans les milieux islamistes. 6 personnes ont été placées ce matin en garde à vue. Elles sont soupçonnées d'être allées dans les zones de combat de l'Afghanistan, également du Pakistan, ou d'avoir envisagé de le faire. Mais rien n'indique qu'elles s'apprêtaient à commettre un attentat en France, précise le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Imbroglio et succession de rebondissements au Sénat sur la réforme de l'hospitalisation sans consentement des personnes souffrant de troubles mentaux. Le texte voté par l'Assemblée a fait l'objet d'un tir de barrage dès son examen en commission au Sénat et les soignants sont entrés en guerre contre un texte qu'ils jugent plus sécuritaire que sanitaire, une opinion d'ailleurs largement partagée au Sénat. Élisée Cardi. Donc nous sommes là tous réunis pour le retrait de cette loi. Devant le Sénat, la fronde des psychiatres et des soignants. Et dans les murs de la Haute Assemblée, une véritable histoire de fou. À la commission des affaires sociales ce matin, on négocie sous cape. Muguette Dini, la rapporteure centriste qui a démissionné la semaine dernière après le rejet de son texte par la commission, est remplacée par un UMP, Jean-Louis Lorrain, un peu dépassé par les événements. Un peu surréaliste, si vous voulez, donc en lien avec la psychiatrie. Car la commission, décidément dans un esprit de révolte, a tout simplement adopté tous les amendements extérieurs, même ceux de l'opposition et même celui qui demande le retrait pur et simple du texte. Cet après-midi, la séance commence donc dans l'incertitude la plus absolue. On est dans le cadre de la nouvelle constitution où c'est le texte de la commission qui est discuté en séance. Donc le texte du rapporteur qui est le texte de la commission qui n'est pas accepté, comment fait-on? On est en train de faire la première expérience. Ce texte porte tous les attributs des lois émotionnelles, des lois d'affichage. Il laisse de côté toutes les questions qu'un vrai projet de loi sur la psychiatrie et la santé mentale aurait dû aborder. Je trouve pas à la hauteur la façon dont vous caricaturez ce texte. Alors que nous proposons une alternative à l'enfermement, alors que nous avons une attention particulière pour les patients, pour les remettre en liberté et non plus uniquement les enfermer. Après la discussion générale, place au vote des motions de rejet du texte. Pour l'adoption 149 contre 185, le Sénat n'a pas adopté. La ministre peut effectivement souffler, mais les sénateurs ont tout de même quelques 330 amendements à discuter en une journée et demie. Le Parti socialiste et le peuple de gauche, en fait, en ce 10 mai, avec l'idée d'une nouvelle victoire, le public a répondu présent au siège du parti, rue de Solferino, où Martine Aubry a joué l'hôtesse d'accueil aujourd'hui, mais en rejetant toute nostalgie. Reportage, Julie Hublin. Madame Aubry, on vous voit pas, s'il vous plaît. Sourire et ambiance bon enfant. En maître de cérémonie, Martine Aubry, la famille mitterrandienne était au grand complet au siège historique de Solferino. Et c'est la volonté de rassembler les Français que la première secrétaire du PS retient d'abord des années Mitterrand. C'est tout l'objectif de cette journée, retrouver l'esprit de François Mitterrand, trouver les réponses d'aujourd'hui, parce que ce ne sont évidemment pas les mêmes, mais ne jamais oublier pour qui nous nous battons, pour qui nous faisons la politique aujourd'hui. Entourés d'une foule de journalistes et de militants, les anciens ministres posent pour une photo de famille et déambulent au milieu d'une exposition de une de presse de mai 1981, tout en évoquant des souvenirs qu'ils veulent porteurs d'espoir pour la prochaine présidentielle. À un an des élections de 81, on ne donnait pas forcément François Mitterrand vainqueur, même si ça était en train de se préparer. Et primaire oblige, le prochain leader du PS porte pour l'instant le simple nom d'Espérance. Personne ne se risque à prononcer un nom, même les tout jeunes militants du Parti socialiste. Aujourd'hui non, évidemment, personne ne peut être ce qu'est François Mitterrand maintenant, mais qu'il y en a beaucoup qui sont tout à fait capables d'être François Mitterrand en 1981. Tout l'espoir d'un Parti socialiste qui attend encore son leader, pendant que l'ombre de François Mitterrand plane déjà sur les primaires. Et la fête va se poursuivre en musique, cette fois place de la Bastille, avec un concert sur place. En attendant, Yannick Noah, nous retrouvons Michael Zames. Michael, il y a déjà du monde? Oui, ça commence progressivement à arriver. On attend près de 50 000 personnes, place de la Bastille, sur la salle de concert qui est juste derrière moi. Un concert qui porte un nom. Demain, peut-être, hier, ici. Un nom évocateur, en tout cas, pour toutes les personnes qui sont réunies ce soir. Alors,
pas ce soir de personnalité. Vous rappelez peut-être, Michel, ça va vous rappeler quelques souvenirs. Les artistes, le 10 mai 81, c'était Jacques Higelin, c'était Alain Bachou ou encore le groupe Téléphone. Ce sera bien différent ce soir. Il y aura du reggae avec Alpha Blondy, un peu de tango également avec le groupe Gotham Project et bien sûr Yannick Noah, vous en avez parlé. Alors on a rencontré un petit peu la foule tout à l'heure. Il y a des personnes plus âgées, évidemment, qui nous parlent de leurs souvenirs du 10 mai 81, qui étaient présents ici, place de la Bastille, et qui sont là pour se souvenir. Et puis il y a les plus jeunes qui n'ont pas connu François Mitterrand ou peut-être dans les livres d'histoire et qui eux sont là plutôt pour faire la fête. En tout cas, le concert va démarrer vers 19h30 et il est prévu au moins jusqu'à 23h, Michel. Bon, très bien, merci. Bonne fête. Et puis on s'aperçoit qu'il y a encore de la place sur la place de la Bastille. Justement, la circulation n'est pas encore interrompue. Question du nouvelobs.com. La tontonmania va-t-elle trop loin selon vous? On découvre vos réponses. Il y a une majorité de oui, 51%. Courte majorité. Nicolas Sarkozy, en tous les cas, s'est lui offert également son 10 mai aujourd'hui, 10 mai, journée de l'abolition de l'esclavage, un retour à cette cérémonie où on l'avait vu la dernière fois en 2007, c'est-à-dire tout juste élu, mais non encore en fonction, le chef de l'État dans le jardin du Luxembourg. La traite et l'esclavage furent les premiers crimes contre l'humanité. Cet esclavage fut pire encore que celui de l'Antiquité, car il ne trouva pas seulement sa justification dans l'intérêt économique, au fond dans l'appât du gain, il la trouva aussi, et sans doute même d'abord, dans le racisme. Ce qui rend la traite et l'esclavage comparables à l'entreprise d'extermination totalitaire, c'est qu'ils ont trouvé leur justification intellectuelle et morale dans l'idée de race inférieure. Ce n'est pas un hasard si l'esclavage est réapparu brutalement en plein du XXe siècle dans les camps de concentration. Il fallait que l'esclave ne fût pas considéré comme tout à fait humain pour pouvoir être traité de façon aussi inhumaine. Bonsoir Benjamin Stora, historien, spécialiste notamment des mémoires, grand connaisseur de l'Algérie, bien sûr. Nicolas Sarkozy, vous l'avez entendu, vous l'avez lu, il a utilisé des mots très très forts pour dénoncer l'horreur de la traite des Noirs. Tout à fait, ce sont des mots qui sont importants dans la bouche d'un président de la République. Avec les noms importants, les noms qu'il a cités. Il a cité effectivement les noms de Toussaint Louverture, d'Aimé Césaire, bien sûr, de Félix Éboué, enfin les grands noms des combattants qui ont justement porté le fer contre cette pratique de l'esclavage qui est absolument horrible, absolument terrible. Et il a eu ces mots accusateurs, très forts, qui exprime effectivement toute l'horreur de ce qu'a été la pratique de la traite et de l'esclavage. Alors j'ai noté qu'il avait cité dans la même phrase, vous l'avez noté comme moi, l'esclavage et la Shoah, l'un comme l'autre, exprimant une leçon universelle. Il a donc fait le rapprochement entre les prisons de Gorée et puis les camps de la mort. Est-ce qu'on peut s'autoriser ce genre de rapprochement? Alors en tant qu'historien, bien sûr, il faut se méfier des passages anachroniques qui peuvent exister d'une séquence à l'autre dans des situations qui sont difficiles à comparer, mais il y a quand même un fond commun, c'est celui qui touche à l'humanité, à l'essence même de l'humanité. Je pense que ça c'est vrai. Maintenant, il y a le problème effectivement, dangereux peut-être, de la mise en concurrence des mémoires qui peuvent exister à travers effectivement des douleurs particulières propres à des communautés entre guillemets, alors que l'esprit républicain, je crois que c'est un peu l'esprit partagé par tout le monde aujourd'hui, vise à intégrer l'ensemble des mémoires blessées dans le récit républicain. Je crois que c'est ça l'objectif, et non pas bien sûr de séparer, et non pas bien sûr de mettre en concurrence ou d'organiser la guerre des mémoires. Il faut espérer bien sûr que ce soit dans cet objectif que la comparaison a été formulée. D'accord. La mémoire pour que les esprits, les consciences ne restent jamais en paix, est-ce que ça peut suffire pour lutter contre le racisme, contre les discriminations, contre l'antisémitisme ? Non, bien sûr, il faut toujours être vigilant sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel. Mais les journées de commémoration sont quand même importantes. Ce sont des marqueurs sur le plan de la conscience civique, de la conscience républicaine et tout simplement de l'humanité. Et le fait que le 10 mai ait été choisi comme une date fondatrice inaugurale pour se rappeler, se souvenir à chaque fois de ce qu'a été l'horreur de la traite et de l'esclavage, à mon sens, c'est quelque chose de tout à fait fondamental et qu'il faut continuer à entretenir. Est-ce que vous menez aujourd'hui d'autres combats pour aller plus loin? On avait évoqué le musée de l'esclavage. Oui, il y a tout à fait, il y a toute une série d'initiatives qui ont été prises, en province aussi, en France. Bien sûr,
aux Antilles, bien sûr Guyane, Réunion, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de personnes qui se battent pour que cette mémoire puisse s'ancrer dans des lieux particuliers. Et cette bataille est loin, bien entendu, d'être terminée. On savait, Nicolas Sarkozy, il s'est exprimé d'ailleurs sur le sujet, assez réticent sur l'idée de repentance. Est-ce que là, il ne retrouve pas les accents de la repentance quand il fustige notamment la période coloniale qui a perduré après l'abolition de l'esclavage? Oui, il a des mots très durs sur le système colonial qui est porteur d'injustice. C'est une condamnation très claire, très ferme de ce qu'a été le système colonial et qui pourrait effectivement, ces mots, s'appliquer à d'autres périodes plus récentes de l'histoire. Mais fondamentalement, je crois que ce n'est pas un problème de réparation historique simplement ou d'excuses qui sont formulées, mais c'est un problème d'approfondissement de la connaissance et de la conscience historique que peut avoir une nation par rapport à un événement. Et je crois que cette question-là, elle a déjà été prise à bras-le-corps par Jacques Chirac, par son prédécesseur, c'est fondamental. Qui avait fait voter cette journée. Déjà cette journée, il avait fait voter cette journée. Et dans le fond, depuis une dizaine d'années maintenant, et cette question de l'inscription mémorielle de la traite et de l'esclavage dans le récit national républicain est quelque chose qui me semble tout à fait positif. Et à votre connaissance, est-ce que ces initiatives, cette journée, ont apaisé les esprits, par exemple, dans les territoires d'outre-mer? Encore une fois, la question c'est de porter un point de vue, de porter une histoire, de pouvoir l'entretenir, de pouvoir l'inscrire dans un calendrier qui n'est pas propre à une communauté mais à toute la nation. C'est une commémoration, à mon sens, citoyenne et pas simplement communautariste en rapport avec une histoire particulière. Et bien sûr que ça ne permet pas d'apaiser les saignements de la mémoire, bien entendu, mais ça permet quand même de signifier, de dire que ces choses-là ne doivent pas se répéter. Et c'est comme une sorte de vigilance et d'éveil, en fait, qui doit être le marqueur essentiel essentiel de la conscience nationale. Bien, merci Benjamin Stora. Un mot quand même, puisque vous avez fait paraître tout à fait récemment, il y a quelques mois, un livre sur François Mitterrand et la guerre d'Algérie avec notre confrère du Point, François Mali. Je vous ai vu très attentif lorsqu'on évoquait tout à l'heure la commémoration du 10 mai 1981. Vous estimez que on oublie certaines facettes de la personnalité de l'ancien chef de l'État dans moi, je crois qu'il y a célébration. Ce qui me frappe dans cette journée d'aujourd'hui, c'est que dans le fond, on oublie les passages un petit peu compliqués de François Mitterrand avec sa propre histoire, le fait qu'il ait été un homme de la 4e République en prise avec la guerre d'Algérie, bien avant le 10 mai, et qu'on célèbre l'icône, etc., qui plus tard à dire « nous n'avons pas su, nous ne savons pas, l'amnésie, etc. » Il faut faire attention, parce que lorsqu'on commémore, lorsqu'on parle d'un personnage, ne pas laisser dans l'ombre les aspects les plus sombres de son parcours et de son histoire. On a reparlé encore ce matin dans le Figaro de certaines de ses amitiés durant son double septennat. Alors le sujet a été à nouveau abordé. Il est abordé, mais enfin c'est l'aspect de la célébration, de la commémoration, de l'embellie, disons, qui domine généralement dans le ton médiatique, plutôt que celui qui vise à aller chercher les zones d'ombre de l'histoire, nous le savons. Et les historiens sont toujours un petit peu chagrinés de voir que le travail qu'ils accomplissent est sans arrêt à remettre sur le chantier, dans la mesure où à chaque fois, on oublie les zones d'ombre pour n'aborder que les zones de lumière. Merci Benjamin Stora de votre présence ce soir dans le journal de 19h. Allez, tout autre sujet maintenant. Le gouvernement prépare de nouvelles mesures pour lutter contre la mortalité routière qui a bondi de 20% le mois dernier. Débat à suivre. Juste après cet aperçu des sujets qui seront débattus dès demain lors d'une réunion interministérielle avec des pistes, vous allez voir, qui font déjà beaucoup parler pour renforcer la sécurité au volant. Margot Aubrio. Le code de la route va-t-il être modifié? Convoqués demain, les ministres vont plancher sur de nouvelles mesures. Première piste de travail, l'interdiction de l'oreillette. La moitié des conducteurs avouent téléphoner au volant. Pourtant, sur la route, le téléphone est à l'origine d'un accident sur 10. Et l'utilisation d'un kit main libre a beau être tolérée, elle est tout aussi dangereuse. Autre mesure envisageable, l'abaissement du taux d'alcoolémie. 0,5 g, c'est le taux dans le sang autorisé pour le moment. Il pourrait être abaissé à 0,2 g, l'équivalent d'un demi-verre de vin. Dans le viseur du gouvernement par ailleurs, les deux roues impliquées dans plus d'un accident mortel sur 4. À l'étude, le port d'un gilet réfléchissant ou l'interdiction de remonter les fils de voiture.
Enfin, le gouvernement pourrait décider d'abaisser la limitation de vitesse à 110 km/h sur certaines autoroutes et à 30 km/h en ville. Avec l'augmentation de 20% de morts sur la route au mois d'avril, le gouvernement serait tenté de taper vite et fort, peut-être dès demain. Avec nous, donc, le sénateur UMP de la Vienne, Alain Fouché, bonsoir. Merci d'être là. Vous vous êtes battu pour un assouplissement du permis à points et beaucoup vous montrent du doigt aujourd'hui avec ces mauvaises statistiques. Face à vous, Bernard Potier, le président de la prévention routière. Bonsoir. Merci également d'être avec nous. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, tous les deux, pour dire que désormais, avec ces mauvais chiffres, des mesures radicales s'imposent face à ce désastre, monsieur le sénateur? Bon, d'abord, vous évoquiez l'assouplissement du permis à points. Mauvais signal envoyé aux conducteurs, disent certains. Disent certains. Bon. Mais en fait, ça a été voté au mois de septembre. Il faut savoir qu'il y a quand même des milliers de gens qui conduisent sans permis, des gens auxquels on a retiré des points, qui paient des amendes, qui tous les jours sont harcelés, qui parfois perdent leur boulot ou conduisent sans permis. Donc il y avait de l'excès. Et l'amendement qui a été voté au Sénat, qui a été repris à l'Assemblée un peu modifié, et qui a été soutenu par le gouvernement, concerne les toutes petites infractions. Bon, d'accord. Sur ce point, Bernard Potier peut réagir. Qu'est-ce que vous en dites? C'est absolument pas notre analyse. C'est clair qu'il n'y a pas d'action publique qui ait eu un tel succès que lorsque Jacques Chirac, en 2002, a érigé la sécurité routière en chantier national. Depuis, les Français ont été parfaits. Ils ont réduit leur vitesse de 10 km/h. Ils ont divisé par 2 le nombre de victimes sur les routes. Au lieu d'aller leur dire, vous avez très bien fait, il faut poursuivre, il y a un petit peu de relâchement, on va redresser la barre et on va aller à 3000 tués, ce qui est l'objectif qu'a fixé le président de la République et qui nous mettrait d'ailleurs dans une moins bonne position que les meilleurs pays européens. Oui. Mais c'est accessible. 3000 morts, un maximum. Hein. On essaye de laisser passer dessous la barre des 3000. Voilà. Et au lieu de cela, on veut leur dire, par cet amendement, avec beaucoup de roulements de tambour et de rodomontade, vous pouvez y aller. Et c'est pour ça que nous disons, oui, il y a peut-être un effet météo en partie, mais le discours, et peut-être est-ce moins les mesures elles-mêmes qui ont été prises que le discours qui a été porté et qui est un discours de relâchement. À chaque fois qu'il y a eu discours. Alors, attendez, on dit c'est à cause de l'effet d'annonce, mais c'est absolument faux. Cet amendement a été voté mi-septembre. L'effet d'annonce a été immédiat, puisque toutes les télés, tout le monde est ému le lendemain, la presse en a parlé, le monde, tous les journaux en ont parlé énormément. Et dans l'esprit des gens, Monsieur le Président, dans l'esprit des gens, c'était fait. Et vous voyez que, et là on n'a pas parlé, j'ai entendu personne pendant le mois d'octobre. Le nombre de tués a diminué. Pendant le mois de novembre et pendant le mois de décembre, le nombre de tués a diminué. La neige a un peu aidé. Non, le nombre de tués a diminué. Alors, c'est pas l'effet d'annonce. Bon, alors parlons maintenant des mesures. Faut-il ou non prendre des nouvelles mesures que l'on va qualifier de radicales, oui ou non? Alors, attendez, dans le texte qu'on a voté dans la loi LOPSI, on a renforcé les mesures contre les chauffards. Absolument, mais vous n'en avez pas parlé. Qui conduisent trop vite. Absolument, mais vous n'en avez pas parlé. Bien sûr que si. Pour les gens qui conduisent trop vite, pour l'alcoolémie, pour la drogue, on en a parlé, on l'a dit, on l'a voté. Bon, les médias reprennent ce qu'ils veulent, mais ça, ils le savent. Donc je veux dire qu'il fallait prendre un certain nombre de mesures complémentaires. On a toujours été d'accord pour qu'on punisse les chauffards. Donc il y a un certain nombre de mesures à prendre que le gouvernement Bernard Potier, quelles mesures réclamez-vous aujourd'hui pour aller plus loin? Elles ont été faites de la façon la plus rodomontade, comme je le disais, elles ont été faites en décembre, du fait notamment de certains de vos collègues députés. Les mesures qu'il faut prendre, je ne sais pas, on annonce un certain nombre de mesures, je ne les connais pas plus que vous. Ce qui est essentiel, mais il faut un tour de vis, c'est que la priorité absolue assignée à la sécurité routière soit affichée de la façon la plus nette au plus haut niveau de l'État. C'est ça qui nous paraît important et je pense que si ça avait été le cas, ça aurait évité un certain nombre d'initiatives malheureuses. Monsieur Fouché, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous adhérez à ce discours? Il faut sans doute prendre un certain nombre de mesures. Mais je dis simplement, je redis que l'assouplissement du permis à points n'est pour rien dans ces problèmes. Moi, je lis l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, qui dès le mois d'avril a été exceptionnellement chaud et sec. Une telle météorologie intervenant en période de congé a pour effet classique l'augmentation des trafics, etc. Mais il explique ça. La météo intervient pour entre 25% et un tiers de cette aggravation. Mais l'aggravation principale, elle est le changement de discours. Non, l'aggravation principale, ce sont ces chauffards, ces excès de vitesse, etc. Et tout le monde est d'accord
sur le fait qu'il faut prendre Alors, des mesures. qu'est-ce que vous proposez? Vous avez proposé des amendements pour assouplir le permis à points. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui contre les chauffards? Attendez, les chauffards, on a augmenté les peines. Les peines sont plus fortes, les voitures sont prises, séquestrées, etc. Oui, mais là, il y a un relâchement de comportement. J'en sais rien, parce que, attendez, il y a 3 jours que c'est arrivé, il y a 2 jours, on n'a pas toutes les informations. Bon, c'est au gouvernement à faire un certain nombre de propositions. Ça fait 4 mois que c'est très mauvais. Oui, mais attendez, peut-être, mais et vous savez, vous dites les chauffards. Ici même, dans cette maison, à l'occasion de l'examen d'une autre proposition, Madame Tremblay, que vous devez connaître, qui est sénatrice du Haut-Rhin, si j'ai bonne mémoire, oui, a dit ce qui a changé en 2002. C'est qu'avant, on pourchassait les grands chauffards. Les chauffards, tout le monde est d'accord. C'est son voisin, le chauffard, mais c'est pas soi. Ce qui a changé depuis 2002, c'est que chacun a réduit sa vitesse. Comme je le disais, la vitesse moyenne, elle est passée de plus de 90 km/h à moins de 80 km/h. Aujourd'hui, nous avons un nombre d'accidents qui est stable, mais un nombre de tués beaucoup plus important, ce qui veut dire que les gens allaient plus vite et que les accidents sont plus graves. Donc, véritablement, c'est trop facile de dire on a pris des mesures graves pour les grands chauffards. Non, il faut un discours responsable et dire bravo les Français, continuons. Attendez, on a toujours un discours responsable à l'égard des chauffards. On a voté ce texte, mais encore une fois, c'est pour l'ensemble. Mais on est dans un pays où il y a un certain nombre de contresens, parce qu'il faut que l'industrie fonctionne bien. Donc, on vend des voitures qui sont des voitures très puissantes. Et on gagne plus d'argent avec des voitures très puissantes qu'avec des petites voitures. Donc, les gens ont des voitures très puissantes. La vitesse est limitée, très bien. Mais les gens, où est-ce qu'ils vont se défouler? En fait, il faudrait qu'il y ait un certain nombre de circuits automobiles qui soient accessibles. M'entends, qu'ils soient accessibles. Le volant n'est pas forcément le lieu pour se défouler, monsieur le sénateur. Attendez, c'est un peu contradictoire qu'en fait, on fasse la promotion des gros véhicules et qu'ensuite, ces véhicules ne soient pas bridés ou limités. Monsieur Fauché, on est d'accord là-dessus. Limiter à 110 certains tronçons d'autoroute, comme d'ailleurs c'est de plus en plus le cas. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous êtes favorable? Il faut étudier ça. Bon, je ne peux pas vous dire, ça dépend des secteurs, il faut étudier ça. On cite beaucoup l'exemple allemand en disant, regardez les Allemands, la vitesse sur autoroute n'est pas limitée, c'est le cas sur un tiers de leur réseau, et ils ont de meilleures performances en matière de sécurité routière que nous. C'est vrai en ville, c'est faux sur les autoroutes. Les autoroutes françaises au kilomètre parcouru ont 25% de morts, de tués en moins que les autoroutes allemandes. Donc la vitesse a un rôle essentiel en matière de sécurité. En tous les cas, il y a un point pour vous réunir. L'endormissement sur les autoroutes. D'accord. Il y a un point important, c'est que de toute façon, le gouvernement, même si vous déplorez le manque de dureté de son message, continue de multiplier les radars sur les routes. Oui, bien sûr. Il semble. Et les gens d'ailleurs se jouent des radars avec des systèmes de maths qui leur indiquent ou qui organisent la mutualité des infractionnistes. Tout ça n'est pas bon. D'accord. Voilà. Mais il y a de nouveaux systèmes aussi. Maintenant, on va. Alors, il y a de nouveaux systèmes, de même en matière d'alcool. La LOPSI a prévu le développement des éthylotests anti-démarrage, qui est une mesure de prévention que nous avons testée et qui diminue le taux de récidive, qu'il divise par 4 pratiquement. Très bien. Donc c'est un bon texte. Absolument. Mais il y a de très bonnes choses dans la LOPSI. Pas celle que vous avez fait voter. Vous avez tort, je trouve que pas celle que vous avez fait voter. On ne va pas vous réconcilier ce soir, en tous les cas. Merci, messieurs, vous êtes tous les deux d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose contre le relâchement du comportement des automobilistes. Si on veut éviter tous ces drames humains, il faut le faire. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat. Tout de suite, les Mitterrand, un sujet à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bonsoir à tous. Quel rôle a joué l'UNEF dans les événements politiques des 50 dernières années? Quelle relation a-t-il entretenu avec les partis politiques, notamment à gauche? Comment s'expliquent les scissions? J'étais quand même un peu le vilain petit canard, puisque je n'étais ni membre du PSU, ni un UEC minoritaire, c'est-à-dire un ex-communiste. Pour la première fois, un documentaire retrace l'histoire de ce syndicat étudiant en partant de la manifestation du 11 novembre 1940, en passant par la guerre d'Algérie, mai 68 et le CPE. L'UNEF et la Fronde étudiante. Samedi à 22h sur Public Sénat. Retrouvez-nous du lundi
lundi au jeudi à 22 h pour décrypter toute l'actualité du jour. Tout ce qui vous a marqué, tout ce qui vous a interpellé, nous prendrons le temps qu'il faut pour en parler avec nos invités politiques et puis nos chroniqueurs Jean-Louis Gombault et Arlette Chabot. Rendez-vous donc à 22 h.